Salut, c'est Julien du Point Information Jeunesse Hautefeuille. Bienvenue sur notre chaîne Actis de l'information jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin et demain, c'est la journée de l'Olympisme. Et pour cette occasion, nous avons eu évidemment l'idée de faire une journée thématique sur le sport au féminin. Alors nous sommes aujourd'hui accueillis dans le gymnase Saint-Germain sur une passerelle à cheval entre deux équipements. Sur ma droite, vous voyez la piscine, enfin vous l'imaginez, j'imagine assez bien. Et puis sur ma gauche, un magnifique terrain de sport où on peut pratiquer le handball, le basket. On est vraiment très bien ici. Un petit mot pour vous présenter le Point Information Jeunesse que j'anime, que j'ai l'honneur d'animer, le plaisir d'animer surtout. Il est ouvert du mardi au samedi pour les jeunes de 13 à 30 ans. Vous pouvez y trouver beaucoup d'informations grâce notamment à l'outil EJBox qui est créé par une équipe de documentalistes et de journalistes du CIDJ et qui vous donnera beaucoup d'informations sur l'orientation, la réorientation, tous les parcours universitaires, scolaires auxquels vous pouvez prétendre pour chercher votre chemin à travers ce dédale. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à nous, vous allez trouver la solution. Le Point Information Jeunesse, donc du mardi au samedi. Vous êtes également accueillis pour pouvoir travailler, puisque vous avez 2 postes de travail qui vous attendent en libre accès. Vous pouvez imprimer également gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir, c'est ouvert. Et vous avez également les dispositifs de la ville de Paris que je suis là pour promouvoir et porter à votre connaissance. En ce moment, c'est l'occasion de récupérer son pass jeune. Ça a commencé, alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le site du pass jeune. Pour cela, vous devez créer créer un compte Mon Paris. Vous choisissez ensuite un point de retrait pour pré-réserver votre passe et vous passez dans le point de retrait que vous avez choisi, muni d'une petite pièce d'identité, et on vous donne un pass qui vous donne beaucoup d'offres loisirs, culture, découvertes, sport, valables pendant tout l'été et même après. Je suis également là pour vous proposer des sorties culturelles et des projets culturels originaux, club de lecture à voix haute, sorties au musée et autres. Et je suis également là à votre écoute pour vous aider à monter les projets que vous souhaiteriez monter. Donc on peut vous donner les moyens de réaliser des projets. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Je me ferai vraiment un plaisir de vous accueillir et de chercher et de trouver avec vous des solutions pour réaliser vos projets. Cette émission, on a la chance de l'animer, j'ai la chance de l'animer et grâce à la réalisation de notre ami, partenaire, Nicolas de Radio Grand Paris. Bonjour Nicolas. Salut Julien, toujours à ton service. Merci. Comment ça va Nicolas ? Je te trouve un peu bizarre aujourd'hui. Ah bon ? Oui, non, je sais pas, quelque chose. T'as changé, non ? De coiffure peut-être ? J'ai un peu chaud en fait. Ah, ce que je comprends. Voilà, donc à l'occasion donc, de cette journée de l'Olympisme et du sport au féminin, je vais donc recevoir, et vous allez bientôt découvrir, donc un joli plateau d'invités qui vont nous parler un peu de leur pratique sportive. À tout de suite. Alors, on va d'abord commencer, on est nombreux sur ce plateau, mais on a la chance de pouvoir accueillir sur ce plateau Vanessa Boumriem, qui est vice-championne du monde de lutte et championne Europe. Bonjour Vanessa. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation, on est honoré que tu sois là. Vanessa, est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé la lutte ? Alors, j'ai commencé il y a très longtemps, j'étais petite, j'avais 8 ans. J'ai commencé avec l'école primaire, parce que nous, voilà, je viens de la région des Hauts-de-France, qu'on m'appelle maintenant Hauts-de-France, bien sûr. Et la lutte féminine était très pratiquée là-haut. Du coup, on en pratiquait à l'école. C'était c'était très ancré depuis longtemps, c'était un peu une tradition. Enfin, je veux dire, ça. Oui, on peut dire que c'était une tradition, parce que c'est vrai que c'était. Quand on parlait de la lutte de chez nous à Tourcoing, c'était tout le monde connaissait la lutte. Plus pratiqué que peut-être dans d'autres régions de France ? Complètement. Est-ce que tu pratiques encore la lutte aujourd'hui ?
Alors, je pratique, on va dire un peu plus en extérieur. Ça veut dire que je m'entraîne plus, parce que bon, j'ai passé pas mal d'années à m'entraîner tous les jours, plusieurs heures par jour, mais je reste toujours active dans le monde de la lutte. Je m'occupe du développement de la lutte féminine, j'entraîne au sein de mon club, j'entraîne aussi, j'effectue des regroupements féminins avec la région. Avant de nous parler du développement de la lutte et de tes activités aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que t'as apporté la lutte pendant tout le temps où tu l'as pratiquée depuis l'enfance en tant que personne? Alors, elle m'a apporté déjà plein de souvenirs, plein de très très beaux souvenirs, une confiance en moi et le fait de pouvoir me dépasser même dans la vie de tous les jours. Parce que c'est vrai que voilà, bon, c'est un sport de combat, il faut toujours se dépasser, toujours dépasser ses limites. Et du coup, ça m'a donné une force aussi de caractère et qui m'a permis au jour d'aujourd'hui de concilier ma vie professionnelle, ma vie personnelle et toujours être dans le monde de la lutte et voilà, toujours être active. Est-ce que... alors, comment aujourd'hui tu aides à développer ton sport? Alors, comment j'aide? Déjà, j'essaye d'être un peu partout. Donc voilà, dès qu'on m'invite, c'est vrai que voilà, j'essaye d'être présente, de montrer que la lutte féminine, elle existe, même si en Île-de-France, pour l'instant, elle n'est pas encore bien ancrée dans les mœurs, mais voilà, j'essaye d'être sur plusieurs manifestations, de programmer des entraînements spécialement féminins au sein des départements et de la région. Quelles sont les qualités spécifiques que peut développer la lutte chez l'individu et plus particulièrement chez les jeunes filles ou les femmes qui voudraient le pratiquer? En lutte, on a... Voilà, un peu tous les muscles sont sollicités parce que c'est vrai que quelqu'un qui est très souple, qui a commencé par la gym, c'est aussi c'est un bon atout parce que voilà, des fois on se retrouve dans des positions pour essayer de sortir de cette position. Si on a la souplesse, c'est super. Après on a aussi le physique. Obligatoirement, c'est du corps à corps, donc on a besoin de physique, de l'endurance. Donc quelqu'un qui est bon en endurance, en course, qui vient de l'athlétisme, de l'haltéro, de la souplesse, de la gym, un peu de partout, ça sera toujours un plus dans le monde de la lutte. C'est plus difficile d'être une lutteuse qu'un lutteur? Alors, dans la pratique, non, parce que c'est la même chose. Après, on va dire réellement un peu oui, parce que je vais parler avec quelqu'un de la lutte, ils vont pas croire que moi, par exemple, je fais de la lutte. Parce que non, la lutte, c'est pour les garçons. Mais non, pas du tout. J'ai fait de la lutte jusqu'au haut niveau. J'ai participé aux Jeux Olympiques. La lutte est bien présente. Mais c'est vrai que c'est dans les mentalités, en fait, que c'est plus dur à faire comprendre que la lutte est pour les femmes aussi. Donc tu développes la lutte au niveau régional et au niveau départemental, c'est ça aujourd'hui? Tout à fait. En organisant donc des stages? Voilà. Entre des stages plutôt donc entre public féminin? Voilà, donc moi vraiment j'organise que des stages et des regroupements spécialement féminins. Parce que quand on est dans un club, comme on n'a pas beaucoup de lutteuses, on s'entraîne, c'est filles et garçons. Mais des fois, les femmes, nous, on aime bien des fois un peu se retrouver entre nous, rigoler entre nous. Et c'est pour ça aussi que je pense que parfois, quand on a une lutteuse qui est du 93, une lutteuse du 75, une lutteuse du 94, elles ne peuvent pas tout le temps s'entraîner parce qu'elles n'ont pas les mêmes catégories de poids. Elles sont ensemble et c'est vrai que c'est notre forme d'entraînement et elles sont contentes en fait. Est-ce que le sport, c'est un moyen de rencontrer, du coup, plus facilement? Enfin, est-ce que c'est un espace de rencontre et de mixité sociale, tu dirais, dans ton sport? Oui, parce que c'est vrai que dans la lutte, en fait, on peut venir d'un milieu aisé. Question sociale, tout est ouvert. Après, que ce soit fille ou garçon, peu importe l'origine. Tout le monde est, on peut être regroupé dans le même gymnase et il n'y a pas du tout de différence par rapport à ça. Que disent les garçons quand ils... on remarque qu'on a déjà dit ça un petit peu, mais que disent les garçons quand ils voient une fille lutteuse? Alors, s'ils ne sont pas du monde de la lutte, ils vont trouver ça un peu bizarre. Ils vont, nous, surtout quand on est plus jeune.
Quand on est au niveau primaire, collège, ils vont un peu nous prendre peut-être pour un garçon manqué. On fait un sport de garçon et tout ça. Et donc voilà, des fois, ils vont essayer justement un peu de nous taquiner pour savoir si on fait vraiment de la lutte, s'ils sont quand même plus forts que nous. Et donc, du coup, quand tu arrives à les mettre par terre, ils disent quoi alors, les garçons? Alors, quand on arrive à les mettre par terre, eh ben, après ils disent je me suis laissé faire de toute façon. Et c'est nouveau aujourd'hui, il y a davantage de moyens qui sont mis dans le développement de la lutte en France? Alors, la fédération de lutte et le comité régional aussi, c'est vrai que dès qu'on veut mettre en place une action pour la lutte féminine, ils sont là, ils sont présents. Ils essayent vraiment aussi de s'investir dans le développement de la lutte féminine parce que voilà, même eux, ils aimeraient bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui pratiquent de la lutte. Je te remercie beaucoup, Vanessa. De rien. Je vais présenter maintenant les autres invités qui sont présents sur notre plateau. Et évidemment, tu interviens et tu réagis au moment que tu le souhaites. D'accord, avec plaisir. Alors, je vais commencer par ma droite. Donc, à ma droite, j'ai Prune. Bonjour, Prune. Bonjour. Alors, Prune, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire quel âge as-tu et quel sport tu pratiques? Moi, je suis étudiante, j'ai 20 ans et je fais de la voile, de la boxe. Et en ce moment, j'ai commencé de la swim and run. Donc, c'est la partie triathlon sans le vélo, parce que j'aime pas du tout ça. Du coup, voilà. Et sinon, j'ai fait du golf aussi. En amateur ou en compétition? En compétition. En compétition pour le golf, la voile et le triathlon aussi. J'ai fait les championnats de France là, il y a un mois. Et puis, je sais plus, j'en ai oublié un, la boxe. Voilà, et la boxe, ok. Merci Prune. Bonjour Apolline. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux nous dire quel âge tu as et quel sport tu pratiques? J'ai 12 ans et je fais du hip-hop. Du hip-hop, tu en fais depuis combien de temps? J'en fais depuis 2 ans. Et alors, petite question rapide avant de passer le micro à ta voisine. Le hip-hop, c'est un sport de garçon ou de fille alors? C'est un peu mixte, mais c'est surtout mixte. D'accord, merci. Bonjour Alice. Bonjour. Quel âge as-tu Alice? J'ai 12 ans comme Apolline. Et quel sport pratiques-tu? Le hip-hop aussi. Comme ta voisine? Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Ah, comme ta voisine du coup? Oui. Ok. Tout pareil quoi. Ok, super. Et tu dirais que c'est un sport de garçon ou de fille toi, le hip-hop? C'est mixte. Il peut y avoir des... Ouais, c'est mixte. Ouais. Bonjour Anna. Bonjour. Quel âge as-tu Anna? Alors moi j'ai 14 ans. Et tu pratiques quel sport? Le hip-hop. Le hip-hop. Depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Ok. Bon, je te pose la même question qu'à tes deux voisines. Est-ce que c'est pour toi un sport de garçon ou de fille? Pour moi c'est un sport mixte parce qu'on voit autant de danseurs femmes que de danseurs hommes. Merci. Merci. Laurent, bonjour. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 36 ans. Et quel sport pratiques-tu? J'ai 20 ans de danse et 10 ans de boxe dans les pattes. Ok. Et j'ai un brevet professionnel des métiers de la forme. Donc j'enseigne depuis plusieurs années fitness, boxe et danse. Ok, super. Merci Laurent. On reviendra de manière évidemment à tout. Je vais venir vous poser des questions, ne vous inquiétez pas, vous allez reparler. Bonjour Clémentine. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Tu suis des études aussi Clémentine? Oui, je suis en master. Master de quoi? De finance. Finance. Et tu pratiques quel sport? Je fais du tennis depuis que je suis toute petite et j'ai pratiqué l'escalade aussi. Et le tennis et l'escalade, ça t'aide pour la finance? Pas vraiment, mais ça aide dans la vie en général. Donc. Merci. Bonjour Joséphine. Bonjour. Bonjour, quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Et quel sport pratiques-tu? Alors je pratique le rugby depuis 1 an et j'ai fait beaucoup d'équitation avant ça et j'ai fait un peu d'athlétisme, un peu de tennis. D'accord. Donc aujourd'hui tu pratiques le rugby. Aujourd'hui je pratique le rugby, oui. Qu'est-ce que t'apporte le rugby dans ta pratique? Qu'est-ce que t'apporte le rugby? Quelle place occupe le sport dans ta vie et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors le rugby c'est pour moi une manière de me réconcilier un peu avec le sport parce que j'avais une pratique assez intensive quand j'étais plus jeune et j'étais une élève assez studieuse. J'ai fait une classe préparatoire, ce qui m'a donc un peu éloignée du sport.
Et donc voilà, cette année, en arrivant en école, j'ai voulu recommencer le sport, pratiquer un sport collectif, puisque j'avais toujours pratiqué des sports individuels. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est une reprise du sport, parce que j'ai toujours aimé ça et que je le constate aujourd'hui encore, j'aime énormément ça. C'est aussi une activité qui me permet de rencontrer beaucoup de monde, voilà. Et le rugby, c'est un sport qui développe beaucoup de qualités de force, de puissance. C'est un sport de contact. A priori, on pourrait se dire que c'est un sport masculin. Qu'est-ce que tu en penses si on dit ça ? Oui, parce que c'est aussi un sport de lutte, mais je pense qu'on l'a déjà un peu dit. C'est pas parce qu'il y a des contacts que c'est un sport qui fait penser un peu à la bagarre masculine, que c'est un sport de mecs. Il y a aussi des filles qui font du rugby, j'en suis la preuve, et je pense qu'aujourd'hui les filles doivent prouver quelque chose quand elles font du sport. Et c'est vrai que moi, quand je pratique le sport, j'ai l'impression de montrer aussi que j'en suis capable, et que je suis fière de pratiquer du sport, je suis fière de faire du rugby. C'est cool une fille qui pratique le rugby, parce que c'est pas hyper courant. Et donc, j'ai oublié votre question. Non, mais ta réponse, je ne me rappelle plus la question, mais la réponse était formidable. Merci. Clémentine, pardon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pratique du tennis ? Comment ça se passe ? Oui, alors du coup j'en fais depuis que j'ai peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Et j'en fais donc dans une association du 6e arrondissement de Paris. Ah oui, ça peut être aussi l'occasion de nous présenter cette association, parce que je crois que toutes les deux, Clémentine et Joséphine, vous faites partie de la même association. Exactement, c'est une association du coup du 6e arrondissement, Sport et Loisirs 6, qui propose plusieurs activités sportives, dont le tennis du coup, et qui réunit un petit peu les adhérents du quartier, et donc ça crée une vraie ambiance de quartier autour du sport, avec des événements, des tournois, des remises de prix, etc. Quel sport on peut pratiquer à l'association Sport et Loisirs du 6e arrondissement ? Alors il y a un peu de tout, il y a donc du tennis de table, du futsal, de la gym, de la danse. J'ai dû en oublier. Mais... Et à partir de quel âge et jusqu'à quel âge, c'est pour qui ? À partir de 4 ans, il me semble, et jusqu'à il n'y a pas d'âge limite pour pratiquer le sport. Et toutes les deux, vous vous êtes rencontrées par cette association ? Oui. Ah. C'est faux. Non, oui. Non, c'est faux. Non, on se connaît des études, mais on s'est rapprochés quand même via des connaissances en commun qu'on avait avec cette association. Et en particulier celui qui gère l'association, qui s'appelle Jean-Paul, et qui est vraiment le pilier de cette association, qui rassemble les gens du quartier donc autour du sport. Oui. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Laurent, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pratique sportive ? Toi, tu es professeur de hip-hop aujourd'hui. Ouais, alors donc j'ai une double pratique. Je pratique à la fois pour moi-même, pour mon plaisir, et à la fois en tant que prof, enseignant, éducateur. Je fais pas de compétition, c'est un truc qui m'a jamais intéressé. Et ça s'est senti dès le début. Quand j'étais gamin, mes parents m'ont mis au judo. Et l'aspect compétitif du judo à l'époque m'intéressait pas du tout. Je me faisais rouler dessus et c'était hyper frustrant. Et il y a un moment où j'ai dit je vais arrêter, je vais faire de la danse. Donc c'est pas tous les garçons qui ont envie de se battre, et c'est pas tous les garçons qui ont envie de triompher ou donc d'écraser l'autre. Du coup, t'as mis un tutu et t'as fait de la danse, du coup. Alors j'ai pas mis un tutu du tout, j'ai trouvé des trucs qui me correspondaient, j'ai mis un petit peu de temps à trouver ma voie, j'avais commencé au modern jazz, ça s'était assez bien passé, mais je voulais quand même un truc plus énergique, et puis un jour j'ai croisé des danseurs hip-hop, un peu par hasard, et j'ai dit oh là là, c'est ça que je veux faire, j'ai commencé à traîner avec eux, j'ai commencé à m'entraîner avec eux, et c'est comme ça que c'est parti. Est-ce que d'après toi, le sport contribue à faire évoluer la question de l'égalité entre les hommes et les femmes ? Je pense qu'il y a plein de sujets qui évoluent. Il y a plein de sports qui étaient genrés et qui le sont de moins en moins. Ça se voit dans les danses que je pratique moi, parce que le hip-hop, c'est une grande famille dans laquelle tu as plein de danses différentes. Et traditionnellement, le breakdance, qui est la partie au sol, elle était portée en immense majorité par des mecs. Il y a toujours eu des femmes, je pense à par exemple Fergie, la chanteuse des Black Eyed Peas, qui est une ancienne membre du Rocksteady Crew. C'est les équipes légendaires, les précurseurs. Donc il y a toujours eu des femmes, mais
en toute petite minorité à l'époque. Et puis dans les danses hip-hop, maintenant, il y a traditionnellement certaines variantes qui étaient très masculines et d'autres qui étaient très féminines. Et ça commence à changer un peu, puisque la composante culturelle et identitaire de la danse tend à disparaître à mesure que cette danse prend du succès. Et donc, en fait, les gens, au lieu de se dire je vais danser les trucs de mon quartier, ou je vais danser les trucs de ma communauté, ou les trucs de mon genre, maintenant, elles se disent juste je vais danser ce que j'ai envie de danser. Et qu'apporte la féminisation du hip-hop au hip-hop ? Le hip-hop, c'est encore un espace d'expression libre dans lequel tu peux faire tout ce que tu veux. Et une de mes missions en tant que d'enseignant et éducateur, c'est d'aider les jeunes à faire ce qu'on appelle du freestyle, à faire de l'improvisation et de ramener là-dedans tout ce que eux ils veulent. C'est-à-dire, tu as envie, je sais pas moi, de sauter, saute. Tu as envie de courir, cours. Tu as envie de faire quelque chose avec tes cheveux, fais quelque chose avec tes cheveux. Tu as envie de mettre de la féminité, mets de la féminité. En fait, on s'en fout que tu sois un mec ou une nana. Tu as envie de mettre quelque chose de viril ou d'agressif ou de compétitif, bah vas-y. Et les espaces les moments de freestyle sont des moments de création et de liberté dans lesquels on encourage les gens à venir avec ce qu'ils veulent, en fait. Mmh. Et du coup, les filles, elles ont réussi à faire évoluer la créativité dans le hip-hop. Elles ont renouvelé les formes. Est-ce qu'elles ont créé des figures ? Est-ce que je veux dire, ça a apporté quelque chose au hip-hop ? Ah, c'est indéniable. Elles ont même carrément créé certaines danses. Comme par exemple lesquelles ? Alors, c'est un peu confidentiel, mais je pense au walking, qui est une dérivée d'un des funky style. Et en fait, ça, c'est à la rencontre du disco, du clubbing, de la house dance et du vogue qui, eux, pour le coup, étaient assez masculins mais homosexuels. La tradition des clubs new-yorkais. Et donc, face à ça, il y a eu une espèce d'adaptation des femmes qui ont dit ok, nous on n'est pas des hommes gays mais on a envie d'être féminines aussi, on a envie de reprendre telle et telle énergie, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et aujourd'hui, donc, le walking, par exemple, est une danse qui est quasiment portée que par des femmes. Et de ce que moi j'en connais, c'est un bel exemple d'affirmation et de femmes qui ont réussi à imposer leur style. Et en fait, plus que leur style, qui ont juste réussi à s'exprimer de la façon dont elles voulaient. Donc tu dirais qu'il y a une vraie identité féminine de la danse hip-hop ? Le walking, c'est un cas un peu extrême, mais tu ramènes ton identité dans ce que tu veux, en fait. Et tu peux avoir un break masculin, tu peux avoir un break féminin, tu peux avoir un break absolument non genré, de même que tu peux avoir une house dance qui est très ancrée dans la culture gay, comme tu peux avoir une house dance qui vient de la culture hip-hop de rue. En fait... Tout ça, tu l'incorpores dans ton propre style. Donc même s'il y a quelques éléments macro et où traditionnellement le break reste encore très masculin, la house dance reste encore très inspirée par les milieux gays et le walking reste encore très féminin, au niveau micro, chaque danseur en fait absolument ce qu'il veut. Tu as commencé par la danse moderne jazz, qui est a priori une danse plus féminine, mais dans lequel il y a de plus en plus de garçons. Donc est-ce que tu dirais qu'il y a aussi de plus en plus... oui, c'est ça. Oui. Et est-ce que dans le hip-hop, tu dirais qu'il y a également de plus en plus de filles ? Je pense pas que le modern jazz soit féminin. Je pense que c'est une représentation culturelle de la danse en général. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a dans l'imaginaire collectif, quand on dit lutte, les gens pensent garçon. Quand on dit danse, les gens pensent fille. Alors qu'il n'y a rien de spécifiquement féminin dans du modern jazz. On écoute de la musique qu'on aime bien et on fait des mouvements en harmonie entre eux et avec la musique. Il n'y a rien de genré là-dedans. Donc je pense que c'est vraiment 100% culturel où on met les filles à la danse et on met les garçons au foot, au basket ou au tennis. Il n'y a pas vraiment de raison intrinsèque à la discipline à ça. Et ce qui fait que dans pas mal de milieux, alors souvent c'est dans des milieux éduqués et aisés, c'est beaucoup plus fluide, ça se voit beaucoup plus. Et donc on a, ici dans le 6e arrondissement, on est souvent avec un public aisé et éduqué. Et il y a effectivement des garçons dans des cours de danse qui sont pas des cours de hip-hop. Et il y a des filles, j'en ai avec moi, dans les cours de hip-hop, y compris qui font du sol, y compris qui sont fortes, y compris qui ont des trucs à dire et qui font des trucs vraiment chouettes.
Et vous qui prenez des cours donc avec Laurent, Anna, Apolline et Alice. Comment vous avez choisi la danse hip-hop? Comment vous avez choisi de faire de la danse hip-hop? Ok, alors moi avant je pratiquais plusieurs genres de danse, donc de la danse classique, du modern jazz et de la danse moderne. Et en fait je me suis inscrite pour découvrir ce que c'était un peu la culture du hip-hop et tout ce qu'il y avait autour. Et donc maintenant j'ai accroché, donc j'ai décidé de continuer. Moi c'est un peu pareil, avant je faisais de la danse classique et j'ai fait du modern jazz. Et ma prof de modern jazz que j'adorais a arrêté de donner des cours. Et mes parents, ils voulaient pas que j'arrête la danse parce que ça me permettait d'aller me défouler, faire autre chose que rester à la maison. Et du coup, on nous a inscrites avec 4 copines, ou 3, je sais plus, du coup dans ce groupe de hip-hop et ça fait 2 ans qu'on en fait et moi j'adore. Moi c'est à peu près la même chose. En fait j'ai fait du classique puis du moderne et en fait j'aimais pas trop ça. Enfin je trouvais ça un peu ennuyant. Et du coup on s'est inscrit au hip-hop pour essayer et au final on a bien aimé donc on a continué. Vous arrivez à vous projeter dans cet univers hip-hop est-ce que qui a a priori un univers plus masculin? Oui, pour ma part, oui, enfin voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans le hip-hop? Je te donne la parole après, Laurent. Ok, d'accord, encore moi. Moi j'aime bien en fait les styles de mouvement, aller au sol, faire des transitions, des sauts, des tournées. Enfin j'aime bien tout ce qui est comme ça, du coup voilà. Moi particulièrement, j'aime pas trop danser au sol, je préfère danser debout parce que, de ce qu'on a fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses imaginables debout. Enfin, pas forcément, mais pour moi en tout cas c'est ça. Et j'aime bien le fait de pouvoir bouger dans tous les sens, de pouvoir sauter et en même temps qu'il y ait des pas qui soient stylés. Ah, c'est quoi un pas stylé? C'est quand Métaille danse par exemple, enfin Laurent du coup. Moi j'aime bien parce que c'est hyper varié. On peut faire plein de pas différents, de chorégraphies différentes, soit d'aller debout, par terre. Du coup c'est hyper varié. Moi c'est ça que j'aime bien. Merci. Prune, je t'ai pas encore entendu sur le sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu toi, qui est très sportive, qu'est-ce que t'apporte chacune des disciplines que tu pratiques? Je me retrouve un peu dans tout ce qui a déjà été un peu dit. Vanessa parlait de confiance en soi. Moi j'ai commencé la boxe. Du coup moi c'était boxe française au début suite à une grosse déception d'entraînement de golf du coup, qui peut être un milieu un peu, voire carrément macho et misogyne. Et du coup, la boxe, c'est vraiment un sport. J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur génial et des amis que je me suis fait là-bas, génial aussi. Ça m'a donné une confiance en moi, ça m'a permis de m'affirmer, aussi de comprendre qu'on ne peut pas être parfait tout le temps, parce que moi, j'étais très scolaire. Et en fait, dans la boxe, moi, mon prof, il me disait, mais on dirait que tu es une boxeuse robotisée suédoise, quoi. C'est-à-dire que je boxais hyper coincée, quoi. En fait, il faut arriver à se lâcher et dire, ok, j'ai le droit d'avoir mon espace, c'est mon moment, je m'affirme. Et en même temps, il y a ce truc génial, moi, que j'ai vécu, c'est que j'étais dans un petit quartier un peu bourge. Et en fait, le seul club de boxe qui, moi, me donnait envie, c'était un truc dans la banlieue où j'étais jamais sortie de ma zone de confort et en fait mes parents étaient un peu en panique et j'ai dit allez on y va, on essaye, c'est drôle et en fait c'est trop bien et moi ça a été une de mes premières expériences de genre vraie mixité sociale, vraie rencontre et vrai sport qui me plaisait où je me disais ah ouais là c'est pas un moment où j'y vais pour faire plaisir à quelqu'un, c'est un moment où j'y vais et je me sens moi-même et je sens que en plus j'étais avec d'autres filles et moi je me suis dit mais en boxe il y aura jamais de filles quoi. J'avais un entraîneur hyper carré, hyper avec une barbe et tout, et je me suis dit oula, et en fait, il était trop sympa et il nous a trop aidé à nous faire confiance, quoi, et à vraiment y aller et à se donner à fond dans ce qu'on faisait. Tu as réussi à te faire une place facilement en tant que boxeuse? Ouais, parce que j'étais super entourée et que c'était un cours où on n'était pas beaucoup, donc c'était facile au début. C'était plus difficile après quand je suis arrivée, quand j'ai grandi un peu, parce que ça j'étais quand même assez jeune.
quand je suis arrivée et que j'étais là au lycée, que je suis arrivée dans un cours du soir, du coup, généralement c'est ça, les cours pour les jeunes, c'est un peu plus tôt, et après quand on est un peu plus grand et qu'on est au lycée, c'est des cours qui peuvent finir jusqu'à 21h, les cours où on a des gens qui travaillent, quoi. Donc là, j'étais vraiment la seule fille, et là c'est un peu compliqué de trouver une place et de dire ok, je suis pas sûre d'avoir le niveau, ou je suis pas sûre d'être à ma place. Ils font des mouvements beaucoup plus puissants quand on est sur les sacs, ils font beaucoup de bruit, et moi j'ai l'impression que j'arrive pas du tout à faire aussi bien qu'eux. Et est-ce que je devrais rester là ou est-ce que j'arrête? Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en l'occurrence? J'ai parlé avec les gens, j'ai communiqué. Ouais. Et en fait, et puis eux aussi sont venus vers moi. En fait, il y a aussi ce truc dans le sport que Laurent doit apprécier aussi, c'est le fait de transmettre. Et moi, je sais que les gens qui faisaient de la compète et qui m'ont vu arriver comme ça dans le cours toute seule, ils m'ont tout de suite tendu la main et ils m'ont expliqué et ils m'ont proposé de s'entraîner avec moi et en adaptant leurs forces et tout. Donc c'était super. Moi, c'est ça qui m'a aidée. Sinon, je serais partie au bout de 2 cours, je pense. Ouais, donc c'était une vraie expérience de mixité là pour le coup. Ouais. Vraie expérience de mixité. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de pratiquer avec des garçons? Comprendre qu'il n'y a pas un jugement constant, parce que du coup quand on est qu'avec des filles on se dit je suis dans une safe place et là je suis bien, on est que des filles donc c'est bien, et en fait c'est pas parce qu'on est mixte que ils vont nous regarder bizarrement parce qu'on tape pas aussi fort ou parce qu'on n'a pas la même pratique. Il faut pas toujours se comparer et il faut pas toujours essayer de faire aussi bien que les autres, il faut se donner à fond, c'est ça le sport, c'est de se dépasser. Et puis en plus de ça, en vrai il y a quand même ce truc de se dire je suis la seule fille, bon, ils nous prennent un peu... Enfin, moi, ils m'ont pris sous leurs ailes en mode on va te coacher et tout. Et donc aussi, comme on a des modèles qui sont un peu forts, on se dit moi aussi, je vais y arriver. Donc forcément, moi, je faisais de la boxe taille, donc ce qui est important, c'est la souplesse. C'était toujours très drôle parce que généralement, le moment des pompes, moi, j'étais un peu en difficulté. Et puis après, quand venait le moment des écarts, ils faisaient plus la même tête, quoi. Donc, Tu dirais que finalement, en tant que fille, il pourrait y avoir un petit complexe d'infériorité? Ouais, je pense qu'il y a un petit complexe d'infériorité. Après, ça dépend comment est-ce qu'on le fait ressentir. Mais Joséphine disait un truc très intéressant, c'est qu'on a des choses à prouver. Et en fait, quand on fait un sport en tant que fille, et il y a un vrai truc de... moi, je fais du sport de haut niveau, je suis une fille, et donc automatiquement, j'ai quelque chose à prouver parce que je suis une fille et que je fais du sport. On peut pas juste être une fille qui fait du sport, en fait. C'est être une fille qui fait du sport, c'est déjà se battre contre des stéréotypes. Et donc, ouais, selon moi... Enfin, il y a cette dimension de... tu peux te sentir un peu obligé d'en donner plus, tu vois, parce que t'es une fille. Et il faut être courageux quand même pour se retrouver dans une salle avec que des garçons quand on est une fille, non? Ouais. Faut être courageux, mais après, ils étaient sympas, hein. Oui, c'est pas le bagne non plus, mais ouais, faut y aller, quoi. Faut rentrer dans la salle et... Bon, là, ça va parce que c'était bien entouré, mais il y a des moments dans des compètes... plutôt dans le golf où je me suis dit plusieurs fois là je vais, enfin voilà quoi, moi je me cachais pour pleurer quoi, c'est-à-dire que je faisais genre la grande gueule et puis dès que c'est parti j'étais en mode non, j'arriverai jamais. Oui, le fait aussi d'être en compétition ou bien alors dans un climat de pas de compétition, peut-être que ça exacerbe certains comportements. Ouais, alors la compète ça dépend des sports. Je pense que vraiment moi j'ai plein d'amis du coup sportives aussi. Et en fait, quand on compare nos expériences, il n'y a pas grand-chose qui... Enfin, il y a des choses évidemment qui sont pareilles, mais généralement, la compétition, ça rapproche plutôt les gens. Enfin, en tout cas, en voile, moi-même, quand c'était des équipes mixtes, on était plutôt soudés, on s'entraidait, surtout quand on vient d'une région où... Enfin, c'est souvent qu'on fait du sport pour représenter une région, donc généralement, on n'est plus une fille ou un garçon, on est des Bretons, quoi. Donc, en fait, si quelqu'un nous embête, on est des Bretons, qu'on soit fille ou garçon, il n'y a pas de... s'en fout, il n'y a pas de genre. Tu parlais de stéréotypes, le golf c'est plus machiste que la boxe par exemple? Ah ouais, le golf c'est chaud hein. Non, en vrai ça dépend des golfs, j'imagine. Moi je crois que j'ai pas eu beaucoup de chance. En même temps, comme j'ai fait pas mal de clubs différents, je me dis est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est de la malchance ou est-ce que c'est juste la vérité? Mais ouais, c'est un peu macho parce que je saurais pas trop dire pourquoi, je ne comprends pas. Mais ouais, c'est macho de fou. Et en fait, quand on est une fille, c'est horrible de trouver sa place et d'être là. Et là, pour le coup, il faut ressentir, enfin moi en tout cas en compète et tout, ils font vraiment ressentir que t'as rien à faire là, quoi. Une question peut-être un peu ouverte à tout le monde, mais est-ce que vous pouvez me dire quelle est la sportive que vous admirez le plus?
Qu'est-ce qui veut répondre? Alors, Oui. je vais prendre la parole. Vanessa. Alors, moi, la sportive qui m'a fait... Mais bon, vous n'allez pas la connaître certainement parce que voilà, elle fait partie du monde de la lutte. C'est l'occasion d'en parler. Voilà. Donc moi, c'était une sportive quand j'ai un peu commencé la lutte. Donc elle était déjà beaucoup plus âgée que moi. Elle avait déjà participé à des championnats d'Europe et des championnats du monde. Et un jour, elle est venue à l'entraînement. Donc elle s'appelle Anna Gomis. Elle a été plusieurs fois championne du monde, plusieurs fois championne d'Europe. Elle a fait 3e aux Jeux Olympiques à Athènes. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, elle arrivait avec sa grosse médaille des championnats du monde. Moi, j'étais petite, j'avais 10 ou 11 ans. Et je l'ai regardée, mais avec des yeux, je me suis dit, je veux la même quand je serai grande, en fait. Donc, pour moi, ça a toujours été mon modèle. En plus, j'ai eu la chance qu'elle faisait partie de mon club. Donc, voilà, après, quand j'ai monté d'entraînement, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec elle. Et donc, voilà, ça a toujours été mon modèle, en fait. Voilà pour ma part. Merci. Laurent? Il y a beaucoup de femmes, de championnes actuelles ou anciennes que j'admire énormément. Je pense à Émilie Le Pennec, championne olympique de gymnastique, championne française olympique de gymnastique. Je pense à Anixa Mexem qui a un niveau de fou en kickboxing, qui est en compétition actuellement. Et cette première gymnaste là, que tu as citée, tu peux me redire son nom? Émilie Le Pennec. Et pourquoi tu l'admires? Qu'est-ce que tu as en quoi C'est la première et la seule française à avoir décroché une médaille d'or olympique en gymnastique. D'accord. Et en plus, elle est archi gentille. Je pense à Anissa Mexem, donc, qui est en compétition en très haut niveau en ce moment et qui est en train d'essayer de décrocher un titre. J'espère pour elle que ça va se faire. Je pense à Ronda Rousey qui nous a mis des étoiles dans les yeux et en judo et à l'UFC derrière. Et à côté de ça, elle est arrivée à être modèle pour plein de trucs. Elle est actrice, elle fait du catch maintenant. Elle a vraiment une carrière assez éblouissante. Et c'est pas super original, mais il faut quand même que je cite Simone Biles. Et alors, oui, c'est une championne hors norme parce qu'elle a une longévité exceptionnelle en gymnastique. Oui, elle fait des trucs que personne d'autre a jamais rentré au monde, y compris des trucs que les mecs n'arrivent pas à faire. Elle a une figure que personne d'autre, ni homme ni femme, n'a jamais rentré. Et ce que je trouve encore plus impressionnant chez elle, c'est son combat contre les violences sexuelles et sexistes au sein de la Fédération américaine et internationale de gymnastique. C'est une femme qui a été violée et qui a réussi à prendre la parole en public pour en parler devant un tribunal et pour en parler devant les caméras du monde entier. Et comme elle était championne olympique de gymnastique, elle savait que tout le monde la regarderait. Et ça a donné une séquence qui était à la fois hyper émouvante et hyper forte d'une femme qui prend la parole et les autres se taisent et l'écoutent. Merci Laurent. On se tait d'ailleurs et on écoute aussi. Okay. Qui est-ce qui veut prendre la parole encore pour dire qu'il y a un sportif ou une sportive? Non. Ok. Je voudrais vous poser également une autre question. Pour vous, le sport, est-ce que c'est donc, c'est une bonne transition. Merci Laurent. Est-ce que c'est justement donc un terrain de lutte sociale ou bien alors pour vous un espace pour pouvoir se retrouver tous ensemble au-delà de nos différences? La question. Bon, c'est peut-être. Bon, c'est une question un peu difficile peut-être, mais. Moi, je veux bien dire un mot sur justement la représentation des grandes sportives aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore un problème de représentation dans le monde du sport et que ce problème se répercute aujourd'hui dans les cours de récréation en fait. Le problème, il est là aussi. C'est les paroles qu'entendent les petits garçons qui entraînent des comportements dans les cours de récréation et qui fait que les filles sont beaucoup moins encouragées que les garçons à pratiquer le sport au quotidien, à poursuivre dans le sport, à se dépasser là-dedans. Aujourd'hui, je pense que les petites filles dans les cours de récréation ont moins leur place sur le terrain de foot et elles prennent pas part à cette activité. Quand elles essayent de le faire, c'est beaucoup plus compliqué, elles peuvent être parfois rejetées et je pense que le problème il est là, mais évidemment
c'est pas le problème ne repose pas sur des enfants, mais sur les représentations qu'on a aujourd'hui, que ça soit dans les médias ou les stéréotypes de genre. Un garçon c'est fort, une fille c'est pas fort, une fille ça fait de la danse, ça met un tutu. Vous disiez justement tutu. Donc je pense que tout part un peu de là, dans les deux sens. Du coup, c'est un cercle vicieux en fait. Des représentations qui entraînent des comportements dans les cours de récréation, qui fait que les filles ne poursuivent pas dans le sport, en font peu, et tout recommence. Voilà. Il y en a autour de cette table qui connaissent un peu le rugby féminin ? Et ben moi j'en fais, et pourtant je connais pas bien le rugby féminin, je suis désolée. Je le connais pas. Je connais une ancienne lutteuse qui est partie au rugby justement. Et c'est vrai que du coup je la suis, et pourtant moi qui fais de la lutte, qui a été souvent stigmatisée, que je fais un sport de combat, c'est vrai qu'avant qu'elle pratique le rugby féminin, je me disais mais le rugby c'est pour les garçons. Donc j'avais moi-même qui est dans ça, et c'est vrai que maintenant que je la suis, je trouve ça superbe aussi pour les femmes, le rugby en fait. Je le vois complètement d'une autre manière. Il reste donc du chemin donc pour davantage faire médiatiser le sport féminin alors. Le problème, c'est que c'est même dans les mentalités de tout le monde, en fait. C'est pas que juste les médias et les fédérations, c'est aussi les gens qu'on croise dans la rue. Parce que, par exemple, moi, je vois pour ma part, donc j'ai été athlète de haut niveau. Au jour d'aujourd'hui, j'ai arrêté ma carrière, j'ai des enfants, mon plus grand bonheur. Mais c'est vrai que, par exemple, mon mari aussi, il a été athlète de haut niveau, il a fait champion du monde, lui, en grappling. Et lui, quand on va le voir, on va lui dire d'abord « Alors, t'as arrêté la compétition, tu t'entraînes encore ?» Moi, on va me dire « Comment vont tes enfants ?» Ils vont pas me dire si j'ai arrêté la compétition, parce que les gens, non, une femme, elle a des enfants, elle s'occupe de ses enfants, mais elle est plus, Et donc, je pense que tant que dans les mentalités de toutes les personnes, pour une femme, elle peut faire du sport, même si elle a des enfants, même si autre, tant que ces mentalités-là ne changeront pas, en fait, même pour les personnes lambda de la rue, ça va être très dur même dans les fédérations et dans les cours de récréation et tout ça, quoi. Dans les cours de récréation, mais aussi en fait dans les espaces communs, dans la rue. Quand il y a des espaces qui sont destinés au sport dans la rue, c'est des espaces que s'approprient les hommes, et les femmes n'y ont pas leur place. Et même à la salle de sport, je pense que toute fille qui est déjà allée à la salle de sport a déjà fait cette expérience de voir qu'au départ c'est un peu intimidant, qu'on n'ose pas trop aller vers les machines, qu'on se tourne plutôt vers le cardio, parce que là on sait que c'est ce genre d'espace qui est occupé par les hommes quand c'est destiné au sport, et je pense que ça c'est encore un truc où il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que c'est dans les mentalités. Mais tu dis intimidant, donc c'est-à-dire que les filles sont intimidées dans un espace qui, a priori, considère que c'est plus un espace masculin. Oui. Est-ce que tu dirais que finalement, c'est aux filles d'évoluer, de se dire que cet espace, il leur appartient tout autant, ou bien je pense que vous connaissez la réponse. Ou bien alors c'est aux garçons de les inviter davantage à prendre possession de l'espace, ou bien alors à l'institution d'envoyer un message. Moi, quand je vais à la salle de sport, j'attends pas mon invitation pour aller toucher les haltères, mais juste il y a quelque chose, quoi. Moi, je suis pas timide, et pourtant, quand je vais à la salle de sport, je suis intimidée, parce que on distingue trop aujourd'hui féminité et performance sportive, alors que les deux vont très bien de pair. Et je pense que c'est justement en ayant une bonne représentation des grandes sportives féminines qu'on peut constater ça et voir que les femmes font du sport, les femmes peuvent être très performantes, même si, Prune le disait très bien, il y a une infériorité au départ de force qui est indéniable. Et je pense que c'est totalement lié à ça. Ce genre de stéréotypes sont liés à cette infériorité de départ, qui peut entraîner un complexe d'infériorité, mais qui ne devrait pas avoir lieu, surtout dans le golf, où là... Oh non, tu vas pas nous faire le coup de le golf, c'est pas physique. Non, pas le droit. J'ai fait l'équitation, on m'a déjà dit aussi pas en ça face de moi. Mais... Non, mais je suis très d'accord avec toi sur ça, et je pense qu'il y a une... en fait, c'est vrai que tout ça, c'est des codes qu'on a intégrés, et le fait qu'on se dise on n'est pas aussi fort que les hommes, et que les hommes nous disent on n'est pas aussi fort, il y a une vraie question aussi de valorisation, de comment est valorisée la performance sportive chez les femmes ou chez les hommes.
c'est exactement ce que disait Vanessa sur son mari et sa carrière. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en 2016 au JO. Teddy Riner qui remporte l'or. En même temps, Amélie, alors je me souviens plus de son prénom, j'ai très honte. Je suis très triste. Mais pareil, même prix. Agbegnenou, non, c'est ça, la championne de judo, c'est ça? Ça, c'est Clarisse. Clarisse Agbegnenou, c'est ça? Non, c'était la même année, c'était Amélie, je vais retrouver, je l'ai noté. Mince. Mais je l'ai noté, je vais vous le dire après. Mais c'est dans mon cahier, tout va bien. Mais du coup, puis ouais, déjà, ils n'ont pas eu la même somme d'argent. Et en plus de ça, elle, après, a cherché du travail et elle est restée au chômage pendant des années. Là où Teddy Riner a pu continuer une carrière, même qu'on lui connaît dans les médias et tout ça. Donc il y a une question et il y a des activistes qui font ça. Et je pense que aussi, c'est pour ça qu'on disait le sport est un terrain de lutte sociale, notamment quand on est champion, notamment quand on a de la visibilité. Et après, nous, peut-être qu'à notre niveau, en pratique, on le ressent pas comme ça, mais alors que, en fait, si, parce que quand on va à la salle de sport, il y a ce truc de oui, est-ce que moi aussi j'ai le droit de prendre la machine ou pas? Je peux m'asseoir sur le banc de. Enfin bref. Mais non, ouais, mais c'est très intéressant. Il y a Megan Rapinoe, l'américaine, la joueuse de foot qui a gagné le championnat du monde. Et donc elle a gagné. Et en fait, elle a pas du tout la visibilité qu'on les. Enfin, elle a pas du tout. Elle a un salaire inférieur aux joueurs masculins américains, alors que eux, ils gagnent rien. Et elle gagne le championnat du monde et tout le monde s'en fiche, quoi. Et du coup, voilà, elle essaye de faire des choses pour que ça aille un peu mieux, mais on va tous essayer, là. Laurent? J'ai été prof de fitness en salle pendant très longtemps. Et effectivement, il y a des zones qui sont... je ne sais pas si on peut jusqu'à dire interdites aux femmes, mais il y a une telle énergie qui se dégage d'une concentration de muscles, de sueur, de testostérone, effectivement, il y a des endroits qui sont compliqués d'accès pour des femmes. Encore plus parce que, pour répondre à ta question, est-ce que les femmes peuvent y faire quelque chose? Il y a une énorme composante qui vient du comportement des hommes. Tu mets une nana toute seule au milieu de l'espace des poids libres où tous les mecs s'entraînent, ils viennent tous lui donner des conseils. C'est-à-dire que t'es une femme, tu peux pas t'entraîner tranquillement. Il y a toujours des mecs qui vont venir te donner des conseils. Tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, ils sont pas qualifiés, ils t'ont même pas dit bonjour et ils vont t'expliquer quel exercice tu dois faire pour travailler tes fessiers et ils vont te demander de te mettre à quatre pattes pour lever la jambe. Et c'est pas une caricature. Et ça, en fait, les nanas, elles y peuvent rien. Il y a quelques éléments structurels qu'on peut faire pour ça. Par exemple, réfléchir à où est-ce qu'on met les poids. Il y avait un des clubs dans lesquels je travaillais où les poids, ils étaient dans un coin. C'est-à-dire que pour arriver au poids, il fallait que tu traverses 15 mètres de territoire de gens qui soulevaient de la fonte. On aurait mis les poids en plein milieu de la salle, éloignés des murs et à la vue de tous. Peut-être ça aurait facilité un peu. Et on se retrouve avec, dans les salles de fitness, donc, beaucoup d'hommes sur les poids libres et beaucoup de femmes dans les cours collectifs. Avec, j'ai quand même l'impression, il y a une petite composante à ça, qui est que les femmes se disent, je suis en cours collectif, il y a un prof, et le prof, il contribue à offrir un espace de sécurité et de protection. Et moi, je me suis retrouvé à des moments où j'ai dû expliquer à tous mes cours, j'ai dû faire des rappels de bien vivre ensemble, et j'ai dû expliquer qu'on ne se touchait pas pendant les cours de fitness. Parce qu'il y avait des mecs qui venaient, qui posaient l'épaule sur la main de la nana pendant le cours. Donc un mec qui est adhérent comme tout le monde, et souvent donc c'est des mecs blancs hétéros âgés, enfin, quand je dis âgés c'est 45 plus, et qui viennent expliquer à une femme jeune, 20 ans, comment on fait, en posant une main sur l'épaule, une main sur la hanche, une main sur la cuisse, pour montrer dans quel sens va le mouvement. Et ça, moi, ça m'avait rendu hors de moi, il a fallu que je fasse des rappels, mais pour qu'on en arrive au point où je suis obligé à tous mes cours d'expliquer qu'on se touche pas, c'est que le phénomène, je l'ai suffisamment vu pour que je me dise, ok, il faut refaire une mise au point pour tout le monde en fait. Bon, mais pour terminer sur une note positive, est-ce que le sport féminin progresse aujourd'hui dans la société? Oui. Vous avez le sentiment? Oui, on est là pour en parler justement.
Oui, mais je pense qu'il faut faire des efforts, tout le monde. Il faut revaloriser le sport, il faut arrêter de dire qu'un prix pour une femme, c'est moins bien qu'un prix pour un homme. Parce que sinon, c'est un cercle vicieux, c'est dans des disciplines en fait, où il y a moins de femmes. Du coup, on dit, c'est plus facile, vous êtes moins, donc t'as gagné, mais en même temps, vous êtes 4. Donc, c'était là, vas-y, toi, gagne à ma place. Enfin voilà, il y a ça. Et puis, il y a nous aussi, il faut qu'on apprenne à s'affirmer, mais il n'y a pas que nous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour que aussi, je veux dire, c'est vrai que le sport masculin est très populaire et peut-être moins populaire le sport féminin. Est-ce que ça se commande l'engouement populaire? Pourquoi le sport masculin est plus populaire que le sport féminin? Et est-ce que on doit obligatoirement rendre de droit aussi populaire le sport féminin que le sport masculin? Il faut rien obliger à personne, c'est sûr, à part d'être très courtois et de respecter les gens, ça c'est sûr. Mais il y a une question de comment présenter les choses, sur quelle chaîne on met les matchs de foot féminin, de comment on rémunère les gens. Je ne sais pas si vous avez vu les écarts de salaire, mais Amandine Thierry, elle gagne 360 000 € par an et Kylian Mbappé 18 millions par an. Mais ça, c'est une question de contrat publicitaire. Non, mais je sais bien, mais je préfère remettre les chiffres quand même au cas où, parce que c'est important. Et il y a une question. Il y a de l'argent dans le sport, ça c'est sûr. Il y a les médias, mais après, il y a une question de. Ça fait combien d'années qu'on voit des hommes jouer au foot à la télé? Ça fait combien d'années qu'on voit des gens jouer au rugby qui sont des hommes? En fait, il faut de toute façon passer par une phase où. Enfin, les gens détestent pas, je crois, voir des femmes jouer au foot ou voir des femmes jouer au tennis. D'autant plus que, je pense que les compétitions sportives sont justement l'occasion de s'intéresser au sport féminin. Ouais. Comme on n'a pas l'habitude forcément de voir ça sur les grandes chaînes de télévision, à ce moment-là, c'est l'occasion de voir des filles jouer au foot, faire du rugby, pratiquer à haut niveau des sports. Et je pense que justement, c'est dans ces moments-là où on soutient un pays, on soutient des médailles, qu'on a envie de s'intéresser au sport féminin. Et on le voit d'ailleurs tous les ans avec Roland Garros. Le tennis féminin est quand même assez mis en valeur à ce moment-là. Et donc, les JO qui vont donc se dérouler à Paris vont créer, je pense, un engouement autour du sport et donner des vocations aux petites filles. Et ça, c'est super. Et je pense que le fait que ça se déroule à Paris, ça va pouvoir justement faire changer davantage les mentalités en France, parce qu'en France, on a, je pense, un peu de retard à ce niveau-là par rapport à d'autres pays, aux États-Unis par exemple, où ils pratiquent beaucoup plus le sport dans le milieu scolaire, où ils ont un temps qui est consacré à ça dans leur journée, dans beaucoup de lycées américains. Et donc, on a plein d'autres avantages en France, mais... Donc je pense que les JO à Paris sera l'occasion de s'intéresser davantage au sport féminin. Oui, le JO, de manière, c'est toujours la grande fête du sport amateur, et l'occasion de s'intéresser à beaucoup de sports qui ont beaucoup moins de visibilité. Alors ça, c'est super. Pour autant, c'est vrai que le sport aujourd'hui, c'est quand même un business, et notamment par exemple dans une discipline comme le football, par archétype. Enfin, c'est archétypal, quoi. Alors c'est vrai que est-ce qu'il faut la valorisation du sport dans le football? Est-ce que ça échappe pas un petit peu à tous les... pour autant, on valorise le sport féminin, mais c'est moins un business. Oui, mais pas toujours. Par exemple, moi j'entendais il y a pas longtemps Éric Zemmour dire que le foot féminin, c'était pas du foot. Ça, voilà, là on repart en arrière. C'est ce genre de problème, c'est ce genre de réflexion qui fait qu'aujourd'hui on dévalorise le sport féminin. Mais donc, comme on le disait, je pense que les JO sera l'occasion de faire le chemin inverse. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour terminer sur une belle note positive vive le sport. Voilà, vive le pour sport encourager féminin. Le sport Le sport féminin, vive le sport féminin. Vive le sport féminin. Donc voilà, mais il faut vraiment que que tout le monde, que toutes les femmes se disent que tout est accessible. Tous les sports sont accessibles. C'est pas, voilà, vous, les femmes, les jeunes filles surtout, ne vous mettez pas de barrière. Dépassez-vous, ayez le courage, comme le disait Prune. Elle a été dans une salle de boxe, elle était toute seule comme fille. Elle a été super bien accueillie. Ne vous mettez pas de limites, ne pensez pas que vous allez être jugé. Voilà, le sport est ouvert à tous, on a tous les mêmes capacités. La seule chose qu'il faut, c'est la motivation. Et le sport sera ouvert à tout le monde. Et vive le sport féminin.
Ben merci, c'est une magnifique conclusion. Bravo, Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Donc aujourd'hui c'était bien la journée de l'Olympisme, enfin c'est demain, et donc merci pour cette très belle émission sur le sport et le sport féminin. À très bientôt à la chaîne de l'information jeunesse Actis. Je vous souhaite de très bonnes vacances si je ne vous revois pas. Je vous dis à la rentrée et vive le sport féminin. Merci. Merci Julien. Merci.